Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée sur le sujet de l'enseignement au Japon, dans le domaine de l'enseignement. Comment on fait pour enseigner, les jobs qui existent à travers le monde de l'enseignement. J'ai eu la chance de travailler comme prof d'anglais, de français. J'ai fait plusieurs boulots de professeur ici au Japon. Et je me suis dit que ça pourrait être vraiment sympa que je puisse partager mon expérience à travers cette vidéo. Alors je vais parler de ce sujet en deux parties dans cette vidéo. Il y aura une première partie dans laquelle je vais faire une petite liste avec les petites recherches que j'ai faites par rapport à ce qui existe. Et je vais enchaîner sur une deuxième partie dans laquelle je vais vous présenter vraiment plus mon expérience personnelle, celle que j'ai vécue dans l'enseignement ici au Japon. C'est parti! Alors donc, voyons voir qu'est-ce qu'il existe comme job d'enseignant au Japon pour les étrangers. Bon, c'est une petite liste que je vous ai faite, hein. On va voir à quoi ça ressemble. Je vous ai fait ça en 7 parties, 7 points, dont le premier sera les dispatch companies. Alors qu'est-ce que sont les dispatch companies? Ce sont les compagnies donc, de type des intermédiaires entre nous, étrangers, aussi appelés experts de langue. Donc, nous qui voulons être professeurs et les écoles. Ils vont faire l'intermédiaire entre nous et les écoles. Parce qu'en gros, on ne peut pas se pointer dans une école et dire vas-y, je cherche un travail de professeur. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut passer par des entreprises qui vont faire la présentation. Donc en fait, leur travail, c'est juste nous présenter, nous, étrangers, aux écoles japonaises. Donc pour la plupart du temps, ce genre de job s'appelle ALT, Assistant Language Teacher, ou ensuite vous avez aussi AET, Assistant English Teacher. Donc, comme le nom l'indique, nous sommes juste des assistants, c'est-à-dire qu'on vient soutenir les professeurs référents. Et voilà, c'est ça le job en lui-même, venir filer un petit coup de pouce. La plupart du temps, ce genre de job c'est fait dans des écoles publiques, ça peut être des primaires ou des collèges. Il y a aussi le côté un petit peu lycée, mais c'est plus spécifique, ça dépendra vraiment des villes et ce genre de choses pour pouvoir aller dans des lycées. Qu'est-ce qu'il faut pour prétendre ou postuler à ce genre de job? Il y a quelques critères. Vous avez forcément le visa, il faut un visa valable pour pouvoir travailler. C'est quoi le visa valable? Quel type de visa existe? Il y en a plusieurs, hein, mais c'est des types de visas qui vous permettent de travailler sur le sol japonais de plus que 20 heures. Par exemple, si vous savez que le visa étudiant ne vous permet pas de travailler plus que 20 heures par semaine. Donc ce sont tous ces visas-là qui vous permettent de travailler plus que 20 heures. Le visa doit être valable pour le temps de toute la mission. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle comme visa valable. Pour le diplôme, clairement, la plupart du temps, c'est une licence. Il faut une licence, c'est-à-dire il faut un diplôme universitaire. Juste le premier fera l'affaire. Et ça peut être une licence que vous avez eue dans n'importe quel domaine que vous avez eu en France. C'est exigé par, c'est même pas la compagnie qui exige ça, c'est carrément le pays qui exige ça. Il y a quelques petits noms d'entreprises qui sont assez connus dans le Kansai. Donc si ça peut vous être utile, allez voir ça dans la description. C'est le mot que j'arrive pas à dire. Donc allez voir ça dans la description de cette vidéo. Une deuxième manière de pouvoir enseigner ou avoir une chance d'enseigner au Japon, ce sont les écoles privées ou ce qu'on appelle aussi les International Schools. Ce sont les écoles pour enfants étrangers ou ceux qui veulent vraiment apprendre que dans une langue étrangère, c'est-à-dire que les cours sont dispensés pas en japonais, en anglais ou dans d'autres langues, ce qu'on appelle les International Schools. Et donc là aussi c'est un moyen de pouvoir rentrer dans ce genre d'établissement et pouvoir enseigner l'anglais au Japon. Mais vous n'allez parler que anglais, parce que votre environnement sera en anglais. Les écoles privées, ça c'est un petit peu différent. Donc je vous ai parlé des écoles publiques juste avant, là où les fameuses dispatch companies vont vous mettre dans des écoles publiques. Il y a aussi les écoles privées, où cette fois-ci c'est vraiment l'école en entière, qui ont leur propre façon de recruter leurs enseignants. Donc là c'est vraiment le coup de vas-y, j'y vais dans l'école avec mon CV et ma lettre de motivation. C'est vraiment ça, vous arrivez, vous pointez et vous postulez, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Après il y a aussi des entreprises qui font l'intermédiaire pour pouvoir rentrer dans ce type d'établissement. Mais voilà, ce sont vraiment, comme le nom l'indique, privés. Vous êtes vraiment professeur, donc vous avez un peu plus de responsabilité. Vous n'avez pas juste à
soutenir un professeur. Vous devez vraiment faire vous-même les cours et tenir la classe. Alors comme visa ou diplôme, c'est un peu comme tout à l'heure, hein. Il faut un visa qui vous permette de travailler plus de 20 heures par semaine. Et comme diplôme, c'est aussi comme tout à l'heure, hein, c'est une licence pour la plupart. Mais c'est vrai que là, c'est beaucoup plus spécifique. Je ne peux pas juste vous dire juste une licence parce que ça sera vraiment, chaque école a leurs propres critères de recrutement. Peut-être ça peut être un master, peut-être ça peut être un doctorat, j'en sais rien. Hein. Mais voilà, là, c'est un peu plus difficile. Troisième point de cette liste, donc, ce sont les universités, les facs. Alors là, la plupart du temps, ce serait plutôt des boulots de prof de français qu'il faudrait viser directement. À moins que vous fassiez une recherche en linguistique, ce genre de choses, où vous souhaitez vraiment attaquer directement dans la langue dans laquelle vous faisiez vos recherches. Ah oui, en effet, vous pouvez devenir professeur de langue dans la langue de votre recherche. Ça peut être l'anglais, le russe, j'en sais rien, le chinois, n'importe quoi. Mais voilà, le plus important là-dedans, ce sera faire des recherches. Pour le cas du français, il faut le diplôme qu'on appelle le FLE, le FLE, français langue étrangère. C'est devenu un critère quasi obligatoire maintenant si vous voulez pouvoir enseigner le français, faire vos recherches dans une université japonaise. Forcément, c'est minimum master. Par contre, en tant que job, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de jobs. C'est vrai que vous êtes professeur titulaire, professeur chercheur titulaire. Là, il faut limite carrément vraiment faire des recherches et pourquoi pas faire une thèse, donc être doctorant. Mais voilà, le minimum, c'est ce qu'on demande, c'est être master. Et des fois, vous avez des assistants du professeur titulaire. Et là, vous pouvez enseigner dans les facs japonaises, mais juste avec votre master. Pour le quatrième point, on va parler des juku, ou ce qu'on appelle aussi en anglais les cram school. Alors le juku, pour expliquer très rapidement, c'est un peu le style, les études qu'on fait après l'école. C'est pas vraiment une école extrascolaire non plus, mais c'est un peu ça. Hein. L'idée c'est ça. C'est là où on va aller faire nos devoirs, où on va vraiment travailler par rapport au programme scolaire. C'est vraiment ça. J'ai eu quelques amis, c'était des Américains qui ont travaillé là-bas. Et en effet, c'est vrai que là aussi, en termes de boulot pur et dur, c'est vrai que là, on doit nous-mêmes préparer des fois des cours. Il y a des cours à préparer, mais la plupart du temps, des fois, c'est même pas les cours à préparer. C'est vraiment, vous devez aider les élèves à faire leurs devoirs, ce genre de choses. Mais voilà, c'est vraiment à peu près ça l'idée. C'est venir renforcer les capacités de l'élève à travers le programme scolaire. Alors, comme visa, bon, comme tout à l'heure, hein, il faut un visa de plus de 20 heures hein, si vous voulez travailler à temps plein. C'est vrai que là-dessus, il y a une petite astérix, c'est que si vous voulez travailler à temps partiel, vous pouvez très bien travailler en tant que, par exemple, avec un visa étudiant qui vous permet de travailler jusqu'à 20 heures par semaine. Donc vous pouvez très bien faire ce travail-là, ça vous fera une expérience en plus et donc une petite ligne en plus dans votre CV. Voilà. Et en termes de diplôme, il me semble, je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier, que pareil, hein, comme tout à l'heure, il faut un diplôme universitaire, une licence n'importe laquelle fera l'affaire. Voilà. Le cinquième point de cette liste, alors là c'est un peu le fourre-tout. J'ai appelé ça extrascolaire. Donc en gros, ce sont des entreprises, formations, écoles, voilà. Donc ce sont des entreprises qui permettent de venir pratiquer une langue ou même vraiment apprendre une langue de manière complètement extrascolaire, dans le sens où ça n'a absolument rien à voir avec le monde de l'école. Il y a des noms très connus hein, comme ICC, GABA, Nova, qui sont des très grands noms. Vous pouvez voir leur publicité vraiment absolument partout. Là on est vraiment dans l'entreprise pure et dure. Elles sont vraiment très intéressantes ces entreprises-là parce que c'est vraiment par thème qu'elles vont donner des cours. Hein. Donc ça peut être par exemple le thème de je veux voyager, j'ai besoin d'apprendre l'anglais pour les affaires, j'ai besoin d'apprendre, je sais pas moi, le français pour aller faire un mariage en France par exemple. Il y a plein de thèmes qui fait que justement cette entreprise-là cadre bien l'enseignement des langues à travers ce genre d'établissement-là. Oui, c'est vrai qu'ils ont plusieurs axes. Il y a l'axe des enfants, il y a aussi l'axe des adultes. Et donc c'est pour ça qu'on a par exemple ICC Kids qui existe, où on a aussi Kids Duo
qui est une très grande entreprise aussi, qui est vraiment spécialisée pour l'enseignement des langues étrangères aux enfants. Visa, comme d'habitude, plus de 20 heures ou il me semble, non, je pense pas que moins de 20 heures ça existe, il n'y a pas de temps partiel là-dedans. Donc oui, voilà, visa qui vous permet de travailler plus de 20 heures. Et comme diplôme, ça, la dernière fois que j'avais postulé là-haut, ils avaient demandé la licence, donc je pense que oui, c'est diplôme universitaire pour la plupart du temps. Il y a toujours des exceptions, mais bon, de ce que moi j'ai connu, c'était ça. Pour mon 6e point, j'appelle ça les private lessons. On peut aussi appeler ça les man-to-man, c'est comme ça qu'ils appellent ça ici au Japon. En gros, ce sont les sites qui font les matchings entre ceux qui enseignent et ceux qui cherchent à apprendre une langue. Il y avait des sites qui sont très connus comme Hello Sensei, ou il y en a plein d'autres qui existent. Et donc vous avez juste à vous inscrire dessus. Donc pas besoin de visa pour ça, pas besoin de diplôme pour ça. C'est juste vous inscrire dessus et essayer de donner des cours particuliers à des Japonais. Pour la petite fun fact, c'est vrai qu'il m'arrive souvent, lorsque je vais un petit peu pour me poser ou pour étudier dans des cafés, on voit beaucoup de personnes qui font ce genre de private lesson dans les cafés. C'est vrai que c'est limite naturel quand on va enseigner ici au Japon, que les Japonais vont vous inviter à aller au café pour pouvoir apprendre une nouvelle langue. En gros, c'est vraiment dans l'idée de faire une conversation, c'est un peu ça l'idée. Et c'est très rare ici au Japon qu'on aille dans la maison de quelqu'un pour pouvoir lui enseigner quelque chose. Souvent ça se fait dans les cafés. 7e et dernier point de cette liste-là, tout simplement, il faut y penser, c'est de tout simplement créer sa propre école de langue. J'ai quelques amis qui ont déjà fait ça. Bon, j'ai un ami français qui a fait sa propre école de langue à partir de ses élèves privés qu'il avait eus. Et j'ai d'autres amis qui ont fait des écoles de langue spécifiquement vraiment pour les enfants. Et la plupart du temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller chercher les enfants qui sont un peu dans le quartier. Ils les rassemblent et leur font des cours spécifiques après l'école, par exemple. Et souvent, ce qui est très connu ici au Japon, c'est de prendre une petite chambre de sa maison et la transformer en salle de cours. Et ça fait exactement le travail pour pouvoir avoir son école de langue. Dans la pratique, on voit beaucoup par exemple, ce sont des couples d'étrangers et de japonais japonaises qui sont mariés, qui font souvent ce genre de schéma-là, où ils vont faire des écoles de langue à partir du visa épouse, mariage. Il y a aussi théoriquement ce qu'on peut faire, on peut le faire à partir d'un visa d'entrepreneur, vu que ça reste quand même une entreprise, mais c'est vrai que c'est plus rare de voir ça. Concrètement, comment j'ai fait pour rentrer dans ces dispatch companies? Le premier que j'ai fait s'appelait NPO GLAD, donc c'est un tout petit truc. C'était une amie à moi, une japonaise, qui me disait qu'elle avait reçu un professeur assistant qui venait justement de quartier qui s'appelait Honmachi. Et ce sont les seules informations qu'elle m'a données. À partir de là, ce que j'ai fait, j'ai tapé ça sur Google et je suis tombé sur une compagnie qui s'appelait NPO GLAD. Donc je me suis dit, vas-y, on va voir ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que sur l'offre qu'ils proposaient, il y avait plein de conditions, de contraintes. Comme par exemple, est-ce que vous avez beaucoup d'expérience dans l'enseignement? Il fallait 2-3 ans d'expérience dans l'enseignement. Moi, j'avais 0 à ce moment-là. Est-ce que vous avez un bon niveau d'anglais? Je dis ouais, bon, ça va, je me débrouille pas trop mal. Des fois, sur certains postes, ils demandent carrément un TESOL. C'est le diplôme d'aptitude pour enseigner l'anglais à l'étranger. C'est l'équivalent du FLE, mais en anglais. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va quand même y aller. Je sais que j'ai un CV, je sais que je me débrouille pas trop mal en japonais. Et j'ai fait plus ou moins un petit peu d'enseignement, mais c'était en France, quoi. Donc je suis allé avec mon CV et ma lettre de motivation. Et je suis allé en ce qu'on appelle ici Apo Nashi, qui veut dire sans rendez-vous. Ça ne se fait pas du tout, ici au Japon ça ne se fait pas du tout. Mais ça peut être très valorisant. Ouais, voilà, je suis motivé et que vous voulez vraiment montrer votre motivation. Et c'était comme ça que je me suis dit, vas-y, je vais y aller, je vais tenter, on verra bien ce que ça donne. Si ça passe, tant mieux, si ça casse, tant pis, c'est pas grave. Et là, gros coup de bol, et il m'a posé ça, il m'a dit, vas-y, je t'écoute, voilà, parle-moi de toi s'il te plaît. Donc je lui ai parlé de moi, je lui ai dit que voilà, j'étais sorti
d'une licence de japonais, que je me débrouille plutôt bien en japonais. Et il a grave kiffé, il a dit vas-y attends, je garde ton CV et si j'ai un poste, je te rappelle. Après 3-4 jours, oui c'est ça, j'ai reçu un coup de fil et le gars il m'a dit j'ai un poste qui s'est libéré pour un remplacement. Si tu veux, si t'es chaud, bah moi je t'y amène direct, il n'y a pas de souci. Normalement c'est pas possible. Je parle pas anglais vis-à-vis de leurs contraintes qu'ils avaient dans cette ville-là. Par exemple, il y avait une contrainte qui était ouf, c'était que je devais être natif anglais. Ouais, non, moi je suis pas du tout natif anglais, ouais, je parle français, il n'y a pas de souci, tu vois. Et bien c'est passé, c'est passé, il m'a emmené, il m'a un petit peu poussé en mode sur le directeur, il a dit je le connais bien, c'est un bon gars, vous allez voir, ça va être stylé. Et il s'est passé crème. Et c'est comme ça que j'ai eu mon tout premier boulot de prof d'enseignant. Et ça a vachement débloqué la situation, quoi. Et à partir de là, bah, une fois que j'avais mis ça sur mon CV, tous les autres boulots ou postes que je cherchais ou dans lesquels je ne correspondais pas aux critères, bah, ça passait toujours crème. Pourquoi? Parce que je peux leur dire, regardez, j'ai une expérience dans une vraie dispatch compagnie qui est reconnue. Ouais, bah, la plus balèze, la deuxième compagnie qui s'appelle Brain Power. Alors bah, tout simplement, j'étais allé sur le site Gaijin Pots, que je pense que j'en ai parlé la dernière fois dans une autre vidéo précédente. C'est vraiment un site qui référence tous les types de boulots qu'on peut avoir quand on est étranger. Ils aident aussi pour tout ce qui est le logement, etc. Donc c'est vraiment pas mal, c'est un espèce de site de matching. Tout ce qui sont les contraintes, être natif en anglais, etc. Bah, c'est quand même passé crème dans le sens où je leur ai dit, regardez, j'ai travaillé pour cette entreprise, j'ai juste postulé là-bas. Twitter, il était assez drôle parce qu'en gros, lui, il était d'origine turque et il aimait beaucoup les Français. Et il a dit ouais, moi j'aime bien les Français, donc j'aimerais bien écouter ton histoire. Et donc au recrutement, bah, je me suis vendu. Donc ça aussi c'est important, il faut savoir bien se vendre. Et comment vous pouvez vous vendre? Avec votre motivation. Montrer que vous êtes motivé. Moi c'est ça que je leur ai montré. Regardez, je suis motivé, j'aime les enfants, j'aime bien faire rigoler les enfants et j'aime beaucoup aussi enseigner. Le gars c'est bon, il était aux anges, il était en mode ouais putain t'as l'air drôle et tout, vas-y ça peut être bien pour les enfants, je te prends. Mon niveau de japonais m'a beaucoup aidé. On demande normalement d'avoir le Nihongo no Ryoku Shiken, JLPT niveau 2, je l'avais pas à l'époque, mais bon je me suis quand même vendu en disant bah voilà je parle japonais, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que c'est passé crème parce que lui dans son expérience avait l'habitude de travailler avec des étrangers qui parlaient moins bien japonais. Donc quelqu'un qui parle mieux japonais, bah, c'est un skills en plus. Et ça, il faut le mettre en avant. Et en mettant ça en avant, bah, il était assez conquis et il a dit, bah, vas-y, je vais bien te prendre. Pourquoi savoir parler le japonais c'est si important? Alors que c'est pas toujours écrit. Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout écrit dans les offres d'emploi, c'est quasiment jamais écrit ça. Ils vont plutôt être focalisés sur autre chose, qui sont vraiment les papiers purs et durs comme les diplômes, etc. Et tout. Bon, ça c'est quand même, on va dire, c'est la base. Et après, ils vont dire par exemple avoir un esprit d'équipe, ce genre de choses. Mais je pense que le japonais c'est très important parce qu'à partir du moment où on travaille dans une école japonaise et que le staff est japonais, bah, c'est bien de pouvoir savoir parler au moins avec le staff parce que c'est ça, c'est cet esprit d'équipe-là qu'on peut mettre en avant si nous sommes des gens qui ont des compétences. En termes de communication sur place, c'est très important de savoir parler japonais. En fait, c'est plus facile. C'est plus facile, c'est pas important. Ah, okay. C'est pas du tout important, c'est vraiment. C'est pour ça qu'en fait ils le mettent pas parce que c'est pas du tout important, on s'en fiche. Il y en a très bien, il y en a plein qui. Voilà, c'est ça. Il y en a plein qui. Des collègues que j'ai eu qui parlent pas du tout japonais. Et qui se débrouillent très bien, qui sont des super professeurs. Là-dessus, il n'y a pas de problème du tout. Mais pour ceux qui savent parler japonais et qui ne sont pas natifs anglais, justement, bah, c'est un plus qui est vraiment pas négligeable. Parce que si vous avez ça en plus, bah, c'est sûr qu'eux, ils sont conquis plus facilement, ils peuvent vous faire confiance plus facilement. Surtout ça. Et donc voilà, c'était une petite vidéo très simple que je voulais faire pour pouvoir reprendre un petit peu ce sujet-là de l'enseignement, enfin comment accéder dans le monde de l'enseignement. J'aimerais quand même revenir un peu plus en détail sur toutes ces expériences-là que j'ai eues dans de
prochaines vidéos. Mais je pense que ça pourrait être très bien de commencer par voilà, au moins cette liste-là. C'est un bon début, je pense que c'est une bonne approche pour commencer. Et voilà, si vous êtes passionné par ce monde-là, je pense que ça vaut vraiment le coup de faire plus de recherches parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire là-dessus. Après, en termes de visa, des fois, il y a des entreprises qui te donnent... Ah, le sponsorship, oui. Donc, petite parenthèse avant de finir cette vidéo. Le sponsorship, le visa sponsorship, ça dépend des entreprises, ça dépend des villes. Oui, il y a quelques compagnies qui vont vous donner le visa sponsorship, qui vont sponsoriser le visa, hein, et quelques-unes qui ne le feront pas. Essayez bien de regarder ça si ça vous intéresse, de pouvoir partir d'un visa King Holiday à un visa travail, ça peut être aussi une solution. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager, c'est comme ça que vous pouvez vraiment me soutenir pour la suite de cette aventure. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée-soirée et je vous dis à très bientôt.